Territoire, frontière du possible vers laquelle avance ESS Entreprise. Sa mission, explorer les alliances fécondes entre économie classique et ESS, connecter les acteurs économiques, stimuler l'ancrage local et révéler par la force du vivre ensemble la promesse infinie du collectif. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'ESS Enterprise, l'émission qui tente tous les mois de vous proposer un éclairage sur les relations entre l'économie sociale et solidaire et le monde de l'entreprise classique. Co-construite par l'agence Impact et en partenariat avec Initiative 95-78, en direct sur RGB 99.2 et disponible en replay sur le site radio-rgb.net, ESS Enterprise se veut le lieu de rencontre et de promotion des partenaires économiques innovants, respectueux de l'environnement et des individus, ancrés territorialement et pérennes, rien que ça. De nombreux acteurs se mobilisent sur les territoires pour concilier économie et humanisme, social et sociétal, solidarité et efficience. Et parmi ces acteurs, il en est auxquels on ne pense pas spontanément quand on parle de ESS. C'est le cas de notre invité aujourd'hui, monsieur Lionel Rinfray, ça se prononce comme ça ? Rinfray, qui n'est autre que le président du comité ESS du MEDEF. Car oui, MEDEF et ESS peuvent se retrouver dans une même phrase, se conjuguer même, au passé peut-être pas beaucoup, au présent expérimentalement et au futur certainement. Quels sont les enjeux de ce comité ? Comment fonctionne-t-il ? Est-ce un moyen pour le MEDEF d'infiltrer l'ESS ou au contraire un moyen pour l'ESS de faire évoluer le MEDEF de l'intérieur ? Autant de questions que nous poserons à notre invité qui oscille entre ces deux mondes depuis longtemps. Il est en effet président de France Active Île-de-France, le banquier de l'ESS, vice-président de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, la CRES, et ancien dirigeant cofondateur de l'entreprise de l'économie classique Arthur. Pour nous accompagner pour la première fois au micro d'ESS Entreprise, j'ai la joie d'accueillir Julie Carretero, conseillère entrepreneuriat engagée au sein d'Initiative 95-78, qui est partenaire de l'émission. Nous verrons avec toi l'agenda social et solidaire des semaines à venir. Tu es ici chez toi, tu interviens quand tu veux. ESS Entreprise spéciale, comité ESS du MEDEF, oxymore ou pas, c'est parti. Monsieur Rinfray, cher Lionel, bonjour. Permettez-moi de vous poser une première question très directe, très brute. On l'a dit, vous êtes membre de l'économie sociale, vous êtes membre du MEDEF. Qui êtes-vous exactement ? Est-ce que vous êtes un espion, un agent double, un agent triple ? Qui êtes-vous exactement ? Parce que ces éléments-là semblent tellement antinomiques qu'on aimerait comprendre quel est votre rôle. Tout d'abord, bonsoir cher Eric. Merci beaucoup de m'inviter donc dans cette émission que je trouve, et vous comprenez pourquoi, extrêmement pertinente. Qui suis-je ? Je suis Lionel, et j'ai évolué en effet entre l'économie classique, en fondant un groupe que j'ai développé, le groupe Arthur, donc un des leaders européens de tout ce qui est lingerie d'intérieur et sous-vêtements, et puis l'économie sociale et solidaire, dans lequel je suis tombé un peu par hasard, grâce à France Active. Et puis voilà, j'ai développé mes relations dans ces deux mondes. Et puis un jour, je me suis dit, ça serait pas mal de rapprocher ce qui semble irréconciliable. Et certains disent de moi que je suis un être hybride. Donc je ne sais pas si je peux reprendre ce terme un peu particulier. Pourquoi pas, hybride, ça paraît intéressant. Donc, entrepreneur d'abord, économie sociale ensuite. Donc, si vous deviez aujourd'hui avoir une loyauté, ce serait d'abord envers le monde de l'entreprise ? Écoutez, très honnêtement, je crois que le problème ne se pose pas du tout dans ce terme-là. Tout simplement parce que je suis un garçon loyal de nature, et donc c'est pas vraiment ce que j'ai envie de mettre en avant dans cette émission. Ça n'intéresse d'ailleurs personne. Ce qui intéresse peut-être plus, c'est mon véritable attachement venant du monde de l'économie classique, mon véritable attachement au monde de l'économie sociale et solidaire. Tout simplement parce que moi, je viens d'une famille qui m'a donné des valeurs. J'ai cette chance.
Et mon père m'a toujours dit, écoute, tu as eu toutes les chances avec toi, tu as pu faire de bonnes études. D'ailleurs, je vous remercie d'être à Cergy, puisque j'ai fait l'ESSEC, donc il y a quelques années, et l'Astro. Mais donc j'étais déjà sur le campus, le nouveau campus ESSEC à Cergy. Et donc, faisant ces études, etc., mon père me disait, tu dois au maximum rendre aux autres toute la chance que la vie a pu te donner. Alors, vous voyez, j'ai été élevé quand même avec des principes. Et en fait, très naturellement, j'ai toujours été ouvert aux autres dans le monde de l'économie. J'ai tout de suite, très vite, adhéré au MEDEF, pas pour être protégé, cornaqué, non, tout simplement parce que c'était une façon de faire des réseaux, et j'ai toujours aimé les réseaux humains, donc voilà, c'était assez naturel pour moi. Et puis, j'ai eu exactement cette appétence qui s'est développée dans l'économie sociale, lorsque j'ai rencontré France Active, qui m'a demandé de créer sur le 92 ce qu'on appelle une association territoriale, et que le réseau auquel j'appartenais également, le réseau Initiative, appelle une plateforme. Donc j'étais double affilié. Initiative, c'était de la création d'entreprises pure. France Active, c'était le soutien à l'économie sociale et solidaire. Du coup, cette découverte-là vous fait... est-ce que ça a modifié la façon dont vous avez piloté votre entreprise? Déjà, dès les premières rencontres, quand vous rencontrez l'économie sociale pour la première fois, est-ce que ça modifie le comportement que vous avez en tant qu'entrepreneur classique, entre guillemets? C'est une question très intéressante. En fait, je ne me suis jamais posé exactement la question, mais ça m'y fait réfléchir. Je vais être honnête, ça n'a certainement pas été en tout cas instantané. Mais j'étais déjà, très sincèrement, un patron. J'avais la chance d'avoir une boîte qui avait grossi extrêmement vite, puisqu'on est monté à 400 salariés. Donc c'était à la fin une petite ETI. Et donc, j'ai toujours eu une approche, ayant créé le truc de zéro, très proche des gens qui travaillaient avec moi. Je dis bien avec moi, pas pour moi. Vous voyez, ça vient naturellement. Alors... Il faut dire que l'économie sociale et solidaire, ça m'a renforcé certainement dans ses valeurs. Ça m'a beaucoup ouvert également au dialogue social. Par exemple, le CSE, c'est moi qui m'en occupais. Personnellement, personne ne m'y obligeait. J'avais tout ce qu'il fallait. J'avais un DRH, j'avais un DAF, j'aurais pu déléguer. Je me suis toujours occupé du point de vue syndical. Je trouvais ça intéressant. Tout simplement, je trouvais ça intéressant. Voilà. Du coup, dans la démarche, là, vous arrivez avec une expérience, une casquette donc, de chef d'entreprise. Vous découvrez l'économie sociale et on vous donne des missions qui sont déjà de l'ordre de la structuration. Vous êtes déjà en train de structurer, vous êtes déjà en train de construire des passerelles, finalement, entre le monde de l'économie classique et le monde de l'économie sociale. Comment est-ce qu'on arrive à ce comité ESS au sein du MEDEF qui reste, pour le clin d'œil avec Star Trek, une nébuleuse inconnue, inexplorée encore pour nous, quoi. Exactement, et je vais tout faire pour mieux vous le faire connaître. En fait, ça s'est fait en 2 temps. D'abord, je vous ai dit, ma société a toujours adhéré au MEDEF, qui s'est construit progressivement. C'était des unions patronales, il y en avait 4-5 sur les Hauts-de-Seine, et puis qui se sont rassemblées dans les années 2010 en un seul MEDEF territorial extrêmement important. On dit le premier MEDEF de France, par le nombre d'entreprises qu'il fédère et donc le chiffre d'affaires et la masse salariale que l'on représente à travers nos entreprises adhérentes. J'en suis un peu par hasard, j'ai absolument rien demandé. Un jour, on est venu me chercher pour en être président. C'était en 2020 et j'ai accepté avec beaucoup de plaisir. Je m'étais séparé de mon groupe 2 années auparavant. J'avais créé un cabinet de conseil que j'ai toujours dans le domaine de l'économie sociale. Je conseille les grosses boîtes de l'économie sociale et les municipalités sur leur stratégie de développement et leur financement dédié. Et donc, quand on m'a proposé, j'ai dit oui. J'ai dit oui parce que j'aimais bien, pareil, le relationnel qu'il y avait. Voilà, ça me plaisait. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à présider cet important MEDEF de 2020 à 2023. Et puis, moi, je pars du principe que la force d'un mandat, c'est de n'en faire qu'un. Parce que sinon, on rentre... Beaucoup de gens qui devraient vous écouter. On rentre... non, mais j'ai rien d'exemplaire, c'est ma conviction. Parce que tout simplement, moi, quand je fais quelque chose, j'aime le faire à fond, me donner à fond. Et c'est fatigant.
Moi, au bout de 3 ans, très franchement, j'avais dû me taper quelques dizaines de réunions préfecture, quelques centaines de réunions diverses et variées au niveau institutionnel. Ça me prenait beaucoup de temps. Et voilà, j'avais fait le tour, j'étais content, j'avais développé encore, on avait au départ à peu près 1000 adhérents, j'étais monté à 1200 adhérents. Donc chaque année, vous savez, à la REF du MEDEF, il y a un podium sur lequel sont Qu'est-ce que c'est la REF, pardon, du La MEDEF? REF, c'est la rencontre des entrepreneurs de France. Ah oui, pardon. C'est une fois par an, au mois d'août, à la rentrée. C'est la rentrée du MEDEF. C'est nos universités d'été à nous. Et cette année, d'ailleurs, ça se tenait pour la première fois à Roland-Garros. Donc, vous voyez, c'est des cadres. L'année dernière, ça a été pendant 5 ans à Longchamp, sur l'hippodrome de Longchamp. Donc, des cadres importants, puisqu'on reçoit plus de 10 000 personnes. Donc, voilà. Donc, je quitte le MEDEF Hauts-de-Seine. Entre-temps, je fais la campagne en 2023, la campagne de Patrick Martin. L'actuel président. Campagne victorieuse, donc. Exactement. Tout simplement, et c'est là où il y a un peu déjà la jeunesse du comité ESS, le mandat précédent, donc quand c'était Geoffroy Roux de Bézieux, que je connaissais bien également, qui était président, le président délégué, celui qui, entre parenthèses, se tapait beaucoup de dossiers, c'était déjà Patrick. Et d'ailleurs, j'avais dit à Patrick, en rigolant, j'avais dit, mais tu peux pas te représenter, tu as déjà fait un mandat. Alors il s'était marré. Mais en fait, j'allais le voir régulièrement et je lui vendais des politiques ESS que je trouvais pertinents pour le monde de l'entreprise. Par exemple, la joint venture sociale, c'est-à-dire comment une entreprise de l'économie classique peut filialiser une entreprise ESS et à travers cette politique d'insertion, trouver des salariés pour son économie classique de demain. Donc c'est passionnant et j'avais développé tout un argumentaire. J'avais été le voir plusieurs fois. Et puis après, il est élu président du MEDEF. Moi, je quitte peu de temps après le MEDEF des Hauts-de-Seine. Il m'avait dit « Ah non, on fait un deuxième mandat ». J'ai dit « Non, Patrick, voilà ». Et je lui ai dit simplement, je me rappellerai très bien, c'était en décembre, je lui ai dit « Écoute, moi, je suis très attaché au MEDEF, mais enfin, comme tu sais, j'ai les 2 pieds dans l'économie sociale. Si je peux t'aider en quoi que ce soit au national, tu m'appelles et je serai très heureux d'être avec toi. » Et après, en février, donc très sincèrement, je pensais que j'allais rester tranquille. quelques temps tranquille. Et Patrick est un homme qui tient toujours sa parole. Je suis pas là pour dire du mal, mais je peux dire du bien. Et on a un très grand président du MEDEF. Très grand. Voilà, c'est un très très bon président du MEDEF. C'est pas parce qu'il m'a fait signe qu'il est un très bon président, mais c'est un très bon président. Et il m'a fait signe, tout simplement parce que dans un conseil exécutif, un grand nombre d'adhérents, c'est-à-dire des MEDEF territoriaux et des branches, lui ont dit dis donc, l'ESS, on n'en parle jamais, nous, nos adhérents nous en parlent, on ne sait pas quoi leur dire. D'ailleurs, toi non plus, tu ne sauras pas quoi leur dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour nous sortir de ça et donner de l'information, au moins de l'information. Donc du coup, excusez-moi, je ne veux pas vous interrompre, mais si je comprends bien, c'est le terrain qui a fait remonter ça au niveau national. Ça part, c'est une structure qui... c'est super. Grassroots. C'est super, c'est vraiment super remontant, hein, et voilà, pas du tout descendant. Et donc, Patrick leur a dit, écoutez, j'ai quelqu'un en vue, en tout cas, qui s'y connaît là-dedans, et donc il m'a appelé, et bon, on a topé là rapidement. Je lui ai dit, écoute, simplement... je vais être entre les deux, donc c'est pas une position très facile. Il y a toujours des coups à prendre dans ces cas-là. Au traité d'agent double. Donc j'ai vraiment besoin de ton soutien plein et entier. C'est ta démarche, hein, c'est toi qui le veux, donc voilà, soutiens-moi. Et puis moi, je ferai en sorte que, étant légitime dans l'économie sociale, il n'y ait pas justement l'idée qu'il y ait une économie qui prend le lead sur l'autre. C'est pas du tout le but. C'était un peu sous-tendu dans votre introduction, et vous avez raison de le penser. Or, c'est pas ça du tout. C'est vraiment une collaboration et de l'information. Mais je le développerai peut-être un peu après. Sur cette logique, hein, avant de rentrer sur le concret de ce que fait exactement ce comité, est-ce que dans la galaxie MEDEF, quel poids ça a? Est-ce que c'est un comité comme tous les autres? Est-ce que c'est les mêmes branches au même niveau que... Alors, parce que j'ai cru comprendre que vous étiez dans la branche entrepreneuriat. Exactement. Donc est-ce que c'est une sous-structure d'une structure? Est-ce que c'est un comité Théodule? Ou est-ce que c'est une structure qui a la même envergure que les autres? Oui. Alors, en fait, les grosses structures de concertation et de proposition et d'écriture, ce sont des commissions.
Voilà. Donc, le comité ESS s'inscrit avec 8 autres comités, enfin, au total 8 comités, dans cette branche entrepreneuriat. Mais les comités ont une totale indépendance et un total budget de fonctionnement égal les uns aux autres, avec des missions qui n'ont rien à voir avec les uns avec les autres. Moi, par exemple, c'est l'ESS, mais j'ai un confrère qui s'occupe, par exemple, des reprises d'entreprises. Vous savez que c'est un problème très, très important. Il y a énormément d'entreprises qui se retrouvent voilà, avec un patron un peu vieillissant. Il faut les reprendre, etc. Donc voilà, on a ça. On a également, par exemple, dédié aux problèmes enfin, toutes les difficultés que peuvent rencontrer les entreprises. Donc, un comité qui s'occupe de ça. Oui, voilà. Et on a exactement le même pouvoir. Maintenant, vous dire que c'est illimité, pas du tout. On a voilà, un secteur d'activité. On a des moyens pour faire. Je vous dirai un peu tout ce qu'on va entreprendre. Vous comprendrez que ça engage des moyens relativement importants. Et je dirais que j'ai un petit avantage par rapport à d'autres, c'est que c'est Patrick qui a voulu ce comité. C'est-à-dire beaucoup d'autres existaient déjà et se sont renouvelés, ont changé peut-être de représentants, mais le comité ESS, c'est une création et c'est la création de Patrick. Donc je pense qu'il y est attaché. Alors, avant de rentrer dans le détail, restons sur la structure un petit peu. Donc, un comité qui est rattaché à une commission, donc avec une... Vous avez évoqué un budget, on parlera de chiffres après. Mais concrètement, qui le compose ? Voilà. Avec qui, parce que vous avez la légitimité et personne ne questionne naturellement, mais c'est avec qui faites-vous cela ? Voilà. Alors, il y a le point de vue de la gouvernance qui m'entoure. C'est ça. Alors, on est une quinzaine, comme dans tous les comités à peu près. C'est à peu près entre 15 et 20. Nous, on est une quinzaine de MEDEF territoriaux, donc des représentants de MEDEF territoriaux, que ce soit des présidents ou des directeurs généraux de ces MEDEF. Et la même chose pour les branches. On a également des branches. Par exemple, le monde des crèches est chez nous, la fédération des crèches est chez nous. Pourquoi ? Parce qu'eux considèrent que l'ESS peut être un concurrent, et c'est un point qu'il faudra qu'on aborde en toute transparence, parce qu'il peut y avoir une perception du monde de l'économie classique vis-à-vis de l'ESS comme une économie subventionnée, et donc avec un problème de légitimité de concurrence. Vous voyez, donc par exemple, la Fédération des crèches, elle est au comité ESS, pas dans une démarche, comment vous dire, tellement participative, mais surtout pour bien savoir tout ce que l'on fait et pouvoir donner son point de vue, et c'est bien normal, défendre sa branche. Merci beaucoup. On a vu donc la genèse, on voit à peu près la structuration. Je propose après une petite pause musicale de rentrer dans le concret, dans le vif de vos activités. Pause musicale, petit clin d'œil à nos amis enseignants. Ils sont marrants cette année, c'est difficile de deviner dès la rentrée lequel se fera arrêter pour les scouts qui leur a piqué, lequel sera incarcéré pour avoir trop dit. Et moi en bon prof, je suis préparé. Un peu de maths et de français, du kickboxing, du karaté. Tant pis pour la géographie, ceux qui connaissent de l'Italie, c'est juste vaguement les spaghettis et Rocco Siffredi. Au programme de cette année, en français, faudrait arriver à lire tout un livre en entier. Mais même d'Armand et Marc Lévy, y'a plus de 100 mots de vocabulaire. On sera toujours à lire la préface, même après l'hiver. Et mon voisin, en me voyant, me dira bande de feignants. Alors vous êtes déjà rentrés, vous savez pas ce que c'est que bosser. Avec vos semaines de 20 heures, vous bossez bien moins qu'un facteur et dire que je paye tous vos congés. Et puis vous êtes même pas bronzés, sans copie à corriger. 2-3 Prozac, 8 cafés. Mais je l'entends quand même dire d'en bas. Je compte même pas la sécurité de l'emploi. Tu aux lunettes, c'est mon surdoué. Il sait écrire son nom sans faute, il sait compter. Waouh, bah c'est pas mal pour un troisième, il faut savoir s'en contenter. C'est clair qu'un intello pareil, il va se faire raquer. C'est 35 élèves cette année. Je leur ai demandé ce qu'ils voulaient faire comme métier. J'ai dit Zidane, 15 Amel, Bête et 9 Booba. Un original qui veut faire vigiler avocat. Il a vu voir chez Courbet c'était pas mal d'être avocat si jamais t'allais en prison. Ils croient qu'ils auront leur brevet en regardant l'île de la tentation. Merci pour tout ce que fait pour eux la télévision. Et mon voisin, le même qu'hier, me dira bande de fonctionnaires. Alors vous êtes déjà rentrés, vous savez pas ce que c'est bosser. Avec vos semaines de 20 heures, vous bossez moins qu'un contrôleur. Et dire que je paye pour mon gamin, il a redoublé son CE1. Vite les bulletins à remplir, 2-3 Prozac et 8 Kir. Mais je l'entends quand même dire d'en bas. Je compte même pas la sécurité de l'emploi. Les directives du ministère nous
nous impose faire des réunions plus régulières. On en fait même pour planifier les prochaines réunions, ou pour décider de ce qu'on peut donner sans risque comme sanction. Fini les notes, de temps en temps faut juste leur envoyer des SMS d'encouragement. L'évaluation c'est pas toi qui l'as fait, eux ils disent si t'es cool. Je préfère encore qu'ils me donnent des notes plutôt que des coups de boule. Impossible de les faire redoubler. Les pauvres chéris faut surtout pas les perturber. Les programmes faut les simplifier, y a trop de leçons ça les assomme. Ils ont même proposé de donner le bac avec la prochaine PlayStation. Et mon voisin vous le connaissez me dira bande de surpayés. Vous foutez rien de la journée, vous devez pas être fatigué. Avec vos semaines de 20 heures, vous bossez bien moins qu'un chômeur. Et puis pas de chef et pas de rendement, c'est pas pour ce que vous faites vraiment. Les parents à rencontrer, 2-3 Prozac, 8 grands marniers. Et vu leur investissement, l'année prochaine ira pas en s'arrangeant. Faudrait peut-être songer à les adopter, venir les lever le matin, le soir les coucher, et peut-être dormir à leur place pour qu'ils restent éveillés en classe. La prof de gym n'est pas venue, s'est fait agresser dans la rue, mais bon il avait averti, ils veulent pas le sport avant midi, ils peuvent genre pas fumer en classe. Et ça déjà c'est dégueulasse, entre chaque tour une bière, un joint, c'est quand même pas des gros besoins. Cette fois-ci c'est décidé, mes gosses iront dans le privé. J'ai beau regarder à 2 fois, je la vois pas tant que ça, la sécurité de l'emploi. ESS Entreprises, le retour, toujours en compagnie de Lionel Rinfret, qui est, entre autres, président du comité ESS du MEDEF. On a vu dans une première partie la genèse de ce comité, on a vu un petit peu de qui il était composé, mais maintenant, qu'est-ce qu'il fait exactement? Quels sont ses objectifs? Vous avez une feuille de route que le président vous a certainement donnée. Quelle est-elle et qu'est-ce que vous faites concrètement depuis la création de ce comité il y a un peu plus de 18 mois? C'est ça, avril 2024. Voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Alors d'abord une mise en route, mais on va rentrer tout de suite dans le sujet des objectifs, parce que là aussi au MEDEF, on n'aime pas créer des structures. Vous évoquiez un comité Théodule, très sincèrement il n'y en a pas. Bon, donc on règle le problème tout de suite. On a la chance d'être entouré d'une équipe, là je vous ai parlé de la gouvernance, mais on a évidemment une équipe technique à nos côtés. Moi j'ai un DGA formidable que vous avez eu en ligne. Bon, pour préparer cette émission. On est vraiment super bien épaulé et c'est très pro. Bon, donc 2 buts principaux, informer et mettre en relation. Donc informer, certes, la demande, on l'a dit, vient de la base, mais pas de toute la base. On a, je vous rappelle, 240 000 entreprises. Donc, évidemment, que l'ensemble et c'est peu connu, 85% des entreprises adhérentes du MEDEF ont moins de 50 salariés. Voilà, le temps des maîtres de forge est révolu. Donc, bien sûr, nous avons le CAC 40. Bien sûr, nous avons les principales ETI françaises. Mais nous avons énormément de petits patrons. Et nous les respectons. Et d'ailleurs, de vous à moi, les MEDEF territoriaux sont plutôt là pour eux que pour donner des conseils à L'Oréal. Moi, j'avais comme adhérent MEDEF 92 L'Oréal. Bah, ils n'avaient pas besoin de moi. C'est moi qui avais besoin d'eux, enfin de leur cotisation. Et je les remercie d'ailleurs s'ils m'écoutent. Mais du coup, si ça venait de la base, c'était quels étaient les profils des gens qui ont fait remonter ça et quels sont les objectifs que vous avez envers eux? Des PME qui voulaient tout simplement collaborer sur le terrain. Voilà, faire déjà ce que nous, on va faire maintenant. Donc, et d'ailleurs, on a plein d'exemples de gens qui font déjà des tas de choses sans nous. Donc, vous voyez, le terreau est là. Donc, premièrement, informer. Alors, pour ça, on sort des livrables, ce qu'on appelle, donc des guides, des fiches pratiques, qui vont être diffusées sous forme numérique. Donc ça sera autour de notre grand événement du 13 novembre. Notez de m'en reparler parce que voilà, je veux pas tout mélanger. Donc on informe et de façon à ce que les gens sachent ce que c'est que l'ESS, qui la compose, d'accord ? Mutuelle, coopérative, SCEX, c'est les sociétés commerciales de l'économie sociale, voilà, et le monde associatif, bien entendu, 80% en nombre de l'ESS, 2 millions de salariés sur les 2,6 millions au total des salariés de l'ESS. Hein, je rappelle, 14% de l'emploi privé en France. 7% des subventions nationales. Et au niveau du PIB, on pèse entre 8 et 10% en fonction des méthodes de calcul. Donc c'est pas rien. 1, informer. 2, mettre en place
des outils de collaboration. Parce que c'est bien gentil de leur dire, écoutez les gars, ça serait bien dans le cadre de votre politique RSE, parce que tout le monde connaît la RSE aujourd'hui, hein, mais même on va même vous parler de la RTE, là tout le monde est débranché, la responsabilité territoriale, où moi je suis une petite PME, comment je rayonne autour de moi très facilement, avec peu de moyens, mais en mettant dans le coup le monde associatif, en mettant mes salariés en mécénat de compétences, en mettant les politiques du coin qui demandent que ça en synergie. Et voilà, ça, c'est la responsabilité territoriale de l'entreprise. Donc, on aura l'occasion d'y revenir parce que voilà. c'est effectivement... Donc, il faut leur donner des moyens. C'est bien gentil de leur dire intéressez-vous et collaborez, mais les types, ils vous disent oui, ben, d'accord, mais comment on fait? Alors, comment on fait? On construit un système et après, on fait des événements locaux pour mettre ça en valeur. L'idée étant très très simple. À gauche, les CRES, Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. À droite, le MEDEF régional. Il n'y a pas de politique dans ma présentation, c'est dans l'ordre. À droite, les MEDEF régionaux, avec leurs MEDEF territoriaux, donc les MEDEF départementaux, généralement, ce qu'on appelle les MEDEF territoriaux, d'accord? Et à côté, des grands acteurs, comme France Active, par exemple. On fait rencontrer tout ça, et au moins, les gens, ça a l'air bête, mais ils ont des numéros de téléphone et des gens qui sont prêts à collaborer. Au plus haut niveau, au niveau institutionnel. Après, je suis une PME, je passe par mon MEDEF. D'accord? Mon MEDEF appelle la CRES, d'accord? Il dit, j'ai une PME dans tel village. Voilà. Qu'est-ce que vous auriez en monde associatif autour? Et on leur fournit le monde associatif. Et après, c'est à eux de prendre les contacts, mais au moins on leur a fait déjà le début du travail. Voilà, c'est ça le comité ESS. Nous, ce qu'on veut, c'est construire des ponts, mais effectifs. Et surtout, c'est pas du parisianisme, c'est au niveau local, sur le territoire français. Et ça, c'est très important. La répartition des structures de l'ESS, de toute façon, n'est pas parisianiste non plus. Il y a pas spécialement. C'est beaucoup plus de structures. 85% des structures de l'ESS sont en Paris. Tout à fait. Donc, l'information, je pense que c'est extrêmement intéressant. Sur l'outil de collaboration, vous évoquez la possibilité pour un entrepreneur d'appeler son MEDEF territorial. Et le MEDEF territorial, lui, va... Son MEDEF ou sa branche. Sa branche. Voilà. Pour la crèche, comme on a vu tout à l'heure. Mais donc, il a un interlocuteur en face qui est déjà briefé, qui connaît déjà, qui sait déjà, et qui va lui-même appeler la crèche pour... Si le comité ESS fait bien son boulot, à la fin de l'année, ça sera vrai partout en France. C'est les indicateurs. Vous avez dans votre feuille de route et les objectifs que vous avez évoqués, vous avez des indicateurs de ce type-là? En fait, ma feuille de route, elle est simple, c'est de construire les livrables pour mener à bien la partie information. Toute cette partie information et collaboration. On a des fiches pratiques pour les collaborations. Mon deuxième objectif dans ma feuille de route très court terme, c'est un événement national sous le haut patronage de Patrick Martin, donc le président du MEDEF, voilà, au siège du MEDEF, sur le thème très clair, collaboration avec les structures de l'ESS. Voilà. Donc, et c'est ça le 13 novembre? Oui. C'est celle-ci que vous... c'est ça le thème. Collaboration avec ou collaborer avec les structures de l'ESS. Donc au moins c'est clair. Voilà. Dans la salle, les deux mondes, de façon à créer déjà des petites rencontres, mais surtout de l'information. C'est-à-dire côté ESS, il y aura toutes les têtes de réseau et tous les institutionnels de l'ESS. Côté MEDEF, il y aura le maximum de MEDEF territoriaux. On va essayer de faire venir le maximum de MEDEF de province, d'accord, et de branches, bien sûr. Je n'oublie jamais les branches, c'est extrêmement important, puisque une entreprise peut être adhérente du MEDEF à travers sa branche, puisque sa branche, elle, adhère au MEDEF. Vous voyez, c'est un petit peu en deux temps parfois, mais ça garde exactement, pour nous, ça reste un adhérent MEDEF et ça reste une branche qui travaille avec nous. Je cite toujours le cas, il y a 120 MEDEF territoriaux, c'est pas rien, c'est très granulaire, et nous avons 110 branches professionnelles adhérentes du MEDEF. Donc voilà, on couvre l'ensemble de l'économie. Merci beaucoup. Je reviens sur la partie objectif, et vous avez évoqué en filigrane, sans aller jusqu'à la RTE, vous avez évoqué la possibilité pour les entreprises de répondre à leurs obligations RSE en s'appuyant sur l'économie sociale locale. À quel moment, dans vos outils, il est écrit que c'est une bonne idée pour l'entreprise de le faire, et pas uniquement parce qu'elle est obligée, mais aussi parce que ça fait du bien à tout le monde? Est-ce que ça intervient, ça, dans votre démarche? Oui, déjà, dès le départ du guide, on dit vous avez une totale liberté de faire ou de ne pas faire. C'est-à-dire que nous, on n'est pas du tout là pour vous imposer quoi que ce soit. On est là pour répondre à des interrogations
que vous ayez une meilleure culture de la chose. Et on est là également, si vous le souhaitez, pour vous aider à construire cette collaboration. Mais en aucun cas, il y a une injonction à faire. Après tout, on n'est pas là pour que nos entreprises mènent de bonnes politiques RSE, RTE ou dans tous les domaines. On est là pour que nos entreprises se portent bien. C'est quand même, nous sommes un syndicat employeur, le MEDEF. Donc c'est quand même notre première cause. Nous, on se bat tous les jours avec le gouvernement, avec tout le monde, pour que l'entreprise sorte son épingle du jeu, pour que nos entrepreneurs se sentent soutenus, protégés et encouragés. Le comité ESS, je vais vous dire, c'est un plus au fond dans la vie d'une PME. C'est le jour où le patron se dit, pour mes salariés, pour les jeunes salariés que j'ai, qui ne sont pas là que pour le travail, mais pour le sens, peut-être qu'à travers ça, je vais pouvoir mieux les intéresser, mieux les impliquer. Donc c'est pour ça que c'est du gagnant-gagnant. Et c'est là où on intervient et on les aide. Voilà, c'est dans ce sens-là que ça se passe. Hein. Je comprends ce que vous voulez dire, mais il existe des contraintes réglementaires qui pèsent sur les entreprises et que le lobby que représente le MEDEF n'a pas forcément réussi à atténuer trop. La CSRD, même si elle est discutée au niveau européen, impose à des entreprises qui sont vos adhérentes, des grandes entreprises, des durabilité, des éléments qui sont extrêmement contraignants, sur lesquels ils sont obligés de s'outiller, de s'adapter. Et derrière, est-ce que le comité ESS ne fournit pas, c'est un peu provoquant comme question, je m'en excuse par avance, mais est-ce que ce n'est pas juste une clause de conscience sur laquelle qu'on peut activer en disant oui, on a des obligations par rapport à tout ça, mais tout va bien, on a réussi à faire travailler un ESAT à côté de chez nous, et donc par rapport à nos obligations, on est à peu près serein. Est-ce qu'il n'y a pas cet aspect-là ? Bon, vous savez, je ne vais pas vous dire que le monde de l'ESS est vertueux et que le monde de l'entreprise est vertueux et qu'il n'y a que du bien partout. Bon. Globalement, vous savez, les patrons, et je le dis vraiment très, très, avec beaucoup de respect, le monde des petits patrons, c'est-à-dire les PME de 20 à 50 salariés, ceux qui irriguent les territoires et qui les font vivre, et ceux qui ont tellement souffert de la désindustrialisation d'ailleurs. Hein. Rappelez-vous, les cheminées d'usines un peu partout, et puis maintenant elles ne fument plus depuis quelques années. Bon, et c'est des drames locaux, parce que c'est 20, 30 familles qui sautent. Donc ce monde de la PME, personne n'est totalement vertueux, mais je peux vous dire qu'il est sincèrement intéressé à ce que ses salariés se portent bien chez lui. Ça, c'est très important. Et en partant simplement de ce constat, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces salariés pour qu'ils se sentent bien dans l'entreprise ? On peut évidemment avoir une politique de rémunération convenable, c'est quand même la première attente, hein, il ne faut pas se leurrer. Mais après, très vite derrière, surtout pour la jeune génération, si on veut embaucher les meilleurs et surtout les garder, la bottom line du compte d'exploitation, ça ne suffit pas. Les jeunes, ça ne leur plaît pas uniquement. Ce qu'ils veulent, alors la bottom line, il faut quand même que la boîte gagne un peu d'argent pour pouvoir les payer, bien sûr, mais ce qui les intéresse, c'est le sens de leur travail. Et si prenons une politique RSE qui est extrêmement répandue et pour laquelle on fait un plaidoyer très fort dans nos fiches, c'est par exemple le mécénat de compétences. Je suis un salarié, un jeune salarié, j'ai appris mon métier 2-3 ans dans l'entreprise. Et maintenant, ce que j'ai appris, je vais pouvoir aider une association à côté à mieux gérer, à mieux gouverner, à mieux encadrer ses salariés. Vous voyez, des domaines très, très simples. Et je vais pouvoir y consacrer parce que mon patron va me donner la permission et la possibilité, 2 jours par an, pour pouvoir irriguer. Alors, ça ne sera pas par 2 jours, ça sera par tranche d'heure probablement. Enfin, bon, tout est possible. Mais je vais pouvoir aider mon prochain dans le monde associatif. Et croyez-moi, le jeune à qui on confie ça, jeune ou moins jeune d'ailleurs, il se sent hyper valorisé et donc il dit « je suis dans une bonne entreprise » parce que c'est une entreprise qui n'est pas tournée que sur elle, mais sur l'extérieur. Et c'est vrai que c'est de la démarche RTE. Moi, je plaide énormément pour ça parce que beaucoup de gens ont compris la RSE, c'est-à-dire les achats vertueux, c'est très important. Circulaire, tous ces l'économie circulaire, c'est très important. Bien sûr que c'est très important. C'est la gestion de la transition écologique, énergétique, c'est fondamental. Mais la RTE, en quoi c'est fondamental aussi ? C'est bon pour l'entreprise et c'est bon pour l'extérieur, vous voyez. Alors la RSE aussi, consommer moins de carburant, c'est bon pour tout le monde, évidemment. Mais ce que je veux dire, l'effet concret de la RTE, c'est que l'association, je reviens toujours là, la déchetterie qui est à côté, etc., elle va profiter immédiatement de l'entreprise qu'elle ne connaissait pas et que l'entreprise avant ne connaissait pas. Vous voyez. Et donc la mise en relation de ces mondes, c'est très concrètement ce qu'on veut faire sur le terrain. Vous voyez,
c'est pas grandiose, mais par contre, ça peut être extrêmement efficace. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est très pragmatique, surtout. C'est très pragmatique. C'est très pragmatique d'avoir juste les acteurs économiques locaux, qu'ils soient classiques ou SS, qu'ils se rencontrent, et le public. Et vous savez pourquoi on a cette démarche ? Parce que tout simplement, Patrick, je reviens toujours à mon président, est quelqu'un de très pragmatique. Vous avez évoqué au début de l'émission une certaine forme de loyauté, je vous la reconnais bien volontiers. Non, mais c'est la vérité, je le pense. J'en doute pas une seule seconde. Sur la partie concrète, justement, vous évoquez là la possibilité pour certaines entreprises de se rapprocher, qui de la déchetterie, qui de l'association locale. Vous avez peut-être des exemples concrets de réalisation déjà depuis les 18, quelques mois d'existence de votre comité ? Alors, il y a par exemple la société Honnête. Alors là, je vous parle d'une très très grosse société. Société Honnête, Honnête, O-N-E-T. Il n'y a pas de H. Non, il n'y a pas de H. C'est une entreprise de services très diversifiée dans la propreté au départ, la sécurité et la logistique. Ça a intégré depuis de nombreuses années l'ESS dans ses pratiques, en collaborant avec des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, ce qu'on appelle des GEIQ, voilà, et des réseaux d'insertion comme la VARAP, qui est très connu également dans le monde de l'insertion. Donc des collaborations et le fait de pouvoir faire travailler ces entreprises pour, entre parenthèses, sous-traiter un certain nombre de jobs de la société. Voilà. Mais on a ensuite, par exemple, une fédération professionnelle adhérente, l'Union des sports et cycles, qui fait avec Écologique, c'est donc un organisme, un éco-organisme, on parlait de transition tout à l'heure, un éco-organisme français à but non lucratif. Donc tout simplement, il collecte beaucoup de trucs usagés, donne une seconde vie aux équipements de sport et de loisirs qui remettent ensuite à disposition de publics qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir de la première main. Voilà, c'est des choses très construites, puisque c'est au niveau d'une fédération. La Poste, vous voyez, la Poste Immobilier, qui a avec Secundo, qui est une entreprise d'insertion, un partenariat pour que sur leurs chantiers, quand ils font des chantiers immobiliers, tous les matériaux de récupération soient effectivement donc récupérés par des entreprises d'insertion et recyclés. Voilà. La table de Cana, ça c'est tout proche puisque c'est dans le 92, c'est Gennevilliers et le sud du département des Hauts-de-Seine. Un traiteur reconnu. Un traiteur très connu dans le monde de l'ESS qui, lui, collabore énormément avec des sociétés puisque son modèle est B2B. Donc ses clients, ce sont des sociétés de l'économie classique et lui est une structure d'insertion qui fait donc la fonction de traiteur. Voilà des collaborations purement commerciales, mais c'est très important. Parce que c'est très important pour la structure ESS et c'est très important pour le service qu'elle rend au monde économique classique, qui a un traiteur dans de bonnes conditions et qui remplit donc du coup une politique RSE pour l'entreprise. Vous voyez, donc c'est très équilibré. Il y a également Emmaüs, qui a entrepris beaucoup de choses avec les entreprises privées dans le domaine du recyclage et des partenariats d'insertion comme des groupes Vinci ou Franprix qui travaillent avec Emmaüs, vous voyez, pour des problèmes d'insertion. Voilà, je cite juste, et c'est un petit gimmick, le fait que l'ESS a pénétré le MEDEF depuis de nombreuses années. Figurez-vous que le président du MEDEF Ille-et-Vilaine est le président de la Feuille d'Érable. Et la Feuille d'Érable, c'est une entreprise très importante, une entreprise d'insertion, donc le cœur de l'ESS, de 87 salariés, qui est pionnière dans le domaine du recyclage. Voilà, le patron du MEDEF du 35, eh bien, il est patron d'une boîte d'ESS. C'est quand même extraordinaire. Ça rejoint une question qu'on n'a pas forcément évoquée, c'est que vos adhérents ne sont pas uniquement de l'économie classique. Vous avez aussi des adhérents... énormément. Voilà, sur les 150 000 entreprises employeurs de l'économie sociale... Alors, je n'ai pas le chiffre à vous donner. Non, mais ça serait n'importe quoi. Mais, vous voyez, la preuve que, déjà, un patron de MEDEF soit lui-même un patron d'entreprise d'insertion, c'est quand même la preuve que les deux mondes sont déjà extrêmement liés, extrêmement hybridés, là aussi. Voilà. Merci beaucoup Lionel Rinfret. Vous restez avec nous. On fait une petite pause où on écoute des copains du Val d'Oise, si j'ai bien compris, les orques de Barbac. On vit des histoires de dingue, des histoires qui nous vident pleinement. On vit des choses qui flinguent, des choses qui sévissent à tout moment. Alors vivre son temps, c'est pas toujours tout rose apparemment.
Alors on vit pourtant, on vit tout simplement. On vit, c'est pas toujours dingue, mais c'est la vie, faut croire, c'est suffisant. Envie de prendre ce flingue, de se le mettre entre deux temps pépins. Alors on vit pourtant, envie de tout ça et ça se comprend. Alors on vit son temps, on vit tout simplement. On rit et parfois c'est dingue, en chantant les douleurs qu'on ressent. On rit même si ça flingue, ça chasse nos douleurs et ça détend. Alors on rit souvent, on pleure, on rit, on marche et l'on attend. Alors en attendant, on vit tout simplement. On vit des questions de dingue, on vit pourquoi, pour qui et pour autant. On vit de questions qui flinguent, pour des questions parfois on vit de sang. Alors on vit de temps, envie de vivre cette vie pourtant. Envie d'être un enfant, on vit tout simplement. On vit de parfois c'est dingue, on vit de trois fois rien c'est suffisant. On vit de poser son flingue, de ne plus rien entendre assurément. Des mots, des boniments, des histoires qui salissent, saignent à blanc. Des légendes et du vent, on vit tout simplement. On vit des histoires de dingue, des histoires qui nous vident pleinement. On vit des roses qui flinguent, des roses qui fleurissent à tout moment. Alors vivre son temps, alors on vit de tout ça se comprend. Alors on vit son temps, on vit tout simplement. On vit, c'était un jour dingue. On vit des éclairs, des larmes et du sang. Des enfants vidaient leurs flingues, en criant que leur Dieu est le plus grand. On vit tomber pourtant, les bras ballants tombés dans les deux camps. On vit tous ces enfants saignés du même sang. On vit des histoires de dingue, des histoires qui nous vident pleinement. On vit des choses qui flinguent, des choses qui sévissent à tout moment. Alors on vit pourtant, envie de voir cette vie qui t'attend. Alors toi mon enfant, va, vis tout simplement. ESS Entreprise, troisième partie, toujours en compagnie de notre invité Lionel Rinfret, et toujours en compagnie de Julie, qui hésite à prendre la parole. N'hésite pas, Oui. N'hésite pas à intervenir. Je voulais revenir avec vous. On a évoqué autour de ce comité ESS sa genèse, ses missions, ses premières réalisations. Il y a malgré tout, dans la nébuleuse que ça peut représenter, pour revenir sur cette image, il y a quand même des obligations de part et d'autre qui peuvent être différentes. L'économie sociale a cette volonté de ne pas forcément faire de profit, d'être un agent économique mais de ne pas forcément faire de profit. On pense que pour les entreprises, il est intéressant de faire de la RSE, mais aussi dans une logique gagnant-gagnant, vous l'évoquez, c'est tout à fait normal de générer des revenus équitables pour tous. Donc jusque-là, on a vu les choses qui concordaient. Mais il y a peut-être des éléments qui sont... peut-être pas irréconciliables, mais en tout cas qui peuvent rester sur des logiques de posture, peut-être, sur comment faire rencontrer une gouvernance associative, par exemple, avec un pilotage d'entreprise qui peut être un tout petit peu plus... on va dire direct, pour le dire moins collégial en tout cas. Est-ce que déjà en termes de gouvernance, ce sont les éléments qui peuvent fonctionner? Et puis, les préjugés qu'on peut avoir les uns par rapport aux autres. L'économie subventionnée, vous l'avez évoqué très, très, très directement tout à l'heure en disant, ben voilà, vous l'évoquiez non pas comme une réalité, mais comme un présupposé, et comme un préjugé qui pouvait exister. Jamais je caricaturerais l'ESS à une économie subventionnée. Non, je sais, vous l'avez évoqué en tant que caricature existante. Je remets les choses à leur place. Merci. Mais si vous l'évoquez vous-même, c'est que ça existe bien dans l'univers, dans le commun. Un imaginaire collectif. Un imaginaire collectif en disant on va se mettre avec des associations, voilà, ça va redorer un peu notre image. Je caricature jusqu'au bout et après vous me dites. Ça va je redorer mon image de travailler avec des associations un petit peu, etc. Mais en même temps, elles sont subventionnées et elles vont m'embêter sur mon marché. L'exemple des crèches que vous évoquiez tout à l'heure. Donc comment rendre réconciliables des éléments qui peuvent à ce point être antagonistes?
Bon, alors là, c'est une excellente question parce que... Un peu longue, je m'en excuse. Non, mais elle est... Enfin, en tout cas, je vois très bien ce vers quoi on va, et c'est très important. Donc, le but du MEDEF en créant ce comité, c'est justement, non pas, donc, je l'ai bien dit, une mainmise sur, mais une main tendue vers. Ça, c'est le premier point, et c'est notre point de vue. Quand certains souhaitent faire, je parle de nos amis du monde associatif, des chasses gardées de leur activité au nom, souvent d'ailleurs parfaitement bien réalisées, au nom d'actions plus humaines dans des domaines d'intervention très stratégiques que sont le grand âge ou la petite enfance, nous, MEDEF, nous disons que nous comprenons et que nous apprécions leur action, mais que nous sommes totalement contre l'opposition qu'il peut y avoir entre les deux mondes. Parce que, au fond, ce qui est porté en ce moment par certaines personnes importantes de l'ESS, c'est justement cette fragmentation, cette séparation, voire l'abandon de secteurs entiers de l'économie au monde associatif uniquement. Nous, MEDEF, il va de soi, bien entendu, que nous disons que ce n'est pas, notre vision, mais que, surtout, au niveau de l'économie globale, ce n'est pas du tout souhaitable. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas en concurrence. Certains chez nous le disent. Certaines branches disent, attention, il y a quand même une concurrence plus ou moins déloyale. Voilà. Et nous, on leur explique qu'au fond, d'abord, les endroits géographiques de confrontation, pour que ce soit les EHPAD, que ce soit les crèches, sont extrêmement rares. Grandes villes incluses. Je vous dis même pas en province. Alors là vraiment, il y a de la place pour tout le monde, parce que de toute façon, il n'y a rien. Il y a des besoins considérables. Bon. Non, mais c'est un point très très important, parce que vous savez, moi, dans mes affaires, le compétiteur, il pouvait être très très loin. Mais par contre, quand on a un établissement de crèche, le compétiteur, c'est la crèche qui s'ouvrirait en face de chez moi, avec des conditions d'accueil qui feraient que la concurrence serait déloyale. Donc ça, c'est le premier point. Je voudrais revenir sur cette logique de concurrence. Il est établi dans les textes, la logique des 4 P, prix, promotion, les deux autres m'échappent, mais il est pour éviter cet aspect de concurrence déloyale, les structures de l'ESS sont réglementées et il y a quand même des garde-fous étatiques qui sont mis en place. Bien entendu, et elles sont soumises à des normes de prix qui les rendent, au fond, dans les mêmes eaux, si vous voulez. Le problème n'est pas le prix que vont payer les parents, il est quasiment le même partout. C'est pas ça le problème. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça réserverait, encore une fois, une espèce d'élite financière, les crèches privées. C'est pas ça du tout, hein. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et d'ailleurs, nos amis de la Fédération des crèches privées disent qu'il faut bien le dire, que voilà, ils sont tout à fait, eux, dans les prix de marché. C'est pas ça le problème. Ce qu'ils disent, c'est que dans les comptes d'exploitation, ils ont plus de charges que certaines structures associatives. Voilà ce qu'ils disent. Et que donc, ils considèrent que la concurrence n'est pas tout à fait loyale. En fait, il y a, comme toujours, une part de vérité et une part, entre parenthèses, un petit peu qui n'est pas vraiment vue dans les chiffres. La part de vérité, c'est que, en effet, les modèles ne sont pas les mêmes en termes de charges. C'est parfaitement exact. Par contre, le différentiel n'est déjà pas si important que ça. On parle de 10-15%, cela dit, ça peut faire la différence totale de rentabilité. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le domaine de la crèche associative, ou d'ailleurs la crèche de ville, hein, parce qu'il y a 3 mondes, hein, le monde municipal, le monde associatif et le monde privé, d'accord ? Arrivent, si vous voulez, comme contrainte d'exploitation, d'autres normes qui pèsent sur les crèches associatives et qui font qu'au fond, à la finale, la concurrence n'est pas aussi évidente que ça. De toute façon, on en revient toujours à l'impact géographique. Le plus important, c'est que nous sommes face à des marchés considérables, dans lesquels le privé a toute légitimité, et je vais même vous dire, souvent le privé est attiré par les municipalités elles-mêmes, qui demandent au privé de venir, parce que y a personne.
Voilà, parce que c'est quand même un investissement de monter une crèche, etc. Voilà. Bon, ça c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est que le marché étant énorme et en développement, c'est terrible à dire, mais vous savez qu'on va connaître un vieillissement de la population. Donc le problème n'est pas tellement de dire le privé fait concurrence à qui que ce soit ou l'inverse. Le problème est de dire comment nous nous organisons tous ensemble. Voilà la position du MEDEF. Comment on s'organise tous ensemble pour rendre un bon service aux populations. Et on peut le rendre sous différents angles. Voilà notre optique. On n'est pas du tout dans la séparation. On est au contraire, une fois de plus, dans la collaboration. Et la complémentarité. Et la totale complémentarité. J'ai une question. Du coup, vous avez parlé du mécénat de compétences qui pouvait être utile, notamment des salariés d'entreprise qui peuvent aller vers l'associatif. Du coup, est-ce que vous voyez, vous, d'autres pistes de solutions, sachant qu'il y a notamment le mécénat financier avec les fondations d'entreprises auxquelles peuvent candidater des associations sur des appels à projets et avoir des financements pour leurs activités. Aujourd'hui, on sait qu'on est aussi dans un contexte de restriction budgétaire de ressources financement public. Est-ce que vous voyez, vous, des pistes de solutions, Oui. que ce soit de la mise en visibilité, de la mise en réseau, et est-ce que vous avez d'autres exemples sur lesquels vous travaillez dans cette commission ESS ? Oui, alors c'est une très large question Ouais. et il y a deux volets principaux. Hein. Donc on va commencer par celui que j'ai identifié en premier, c'est la complémentarité d'action dans la politique RSE d'une entreprise en dehors du mécénat de compétences. Ouais. On a cité les achats responsables, c'est très important et beaucoup d'entreprises s'y mettent ou le font déjà depuis de nombreuses années, mais tout de suite, en relation avec le monde de l'ESS dans cette politique RSE, il y a également tout ce qui a trait à l'innovation sociale. Ouais. Et ça, c'est fondamental. Parce que l'agilité de l'économie sociale et solidaire dans le domaine de l'innovation sociale vient d'un postulat. Comment faire mieux avec moins ? Parce que c'est ça le monde de l'économie sociale. C'est souvent des structures désargentées, et moi je le déplore, comme je porte, vous savez, un grand intérêt à l'économie sociale, je connais tous ces problèmes. En plus, je la finance avec France Active. Donc, cette restriction de moyens donne une capacité d'adaptation, de création, de collaboration citoyenne qui fait des choses extraordinaires dans le domaine de l'innovation sociale et dont les entreprises peuvent s'inspirer. Et c'est là où vous me posiez la question tout à l'heure, je n'y ai pas tout à fait répondu, j'y réponds. Oui, les sociétés peuvent dans un premier temps utiliser l'innovation sociale qui vient du monde de l'ESS, le rémunérer, ce qui est intéressant pour les structures de l'ESS, mais ça peut également inspirer des développements de produits ou de services propres dans sa société. Il ne faut pas se cacher ça. Et c'est très sain. C'est qu'au contraire, c'est un apport collaboratif qui vient, là encore, c'est remontant. Voilà. Donc ça, c'est le premier volet de votre question. La deuxième question, c'est le monde des fondations. Oui. Et en fait, le financement du monde associatif. Oui. Alors, le monde associatif, c'est très simple. Il est financé souvent par les pouvoirs publics, ouais. Mais attention, c'est pas de la subvention sèche. C'est contre des actions de mise en œuvre de politiques publiques. C'est très contrôlé, c'est très évalué. Mais quasiment donc, sur la délégation de services publics, sur beaucoup des subventions qui sont versées. Voilà, donc c'est pas de l'argent gratuit, hein. C'est peut-être de la subvention, mais c'est pas de l'argent gratuit. Donc ça, c'est le premier point. Donc je dis ça vraiment pour défendre mes amis de l'économie sociale. On dit, oui, c'est une économie subventionnée. Bon, écoutez, oui, il y a 4% du monde associatif qui reçoit de la subvention pure. Vous voyez, c'est quand même pas BZF. Hein, c'est pas énorme. Et puis dans la guerre des chiffres récemment, il y a beaucoup de chiffres autour des 211 milliards qui seraient... Alors ça, si vous me permettez, j'y reviendrai. Non, je veux pas rentrer dans la polémique. Je dis juste ces chiffres-là dans la logique de financement et de subvention. On est à 57 contre 211. Les 57 sont remis en cause d'un côté et les 211 sont largement remis en cause de l'autre. Donc, je finis de répondre d'abord, si vous me le permettez, à Julie. Donc, le financement du monde associatif à travers... Bon, alors comment ? Donc, les politiques publiques, d'accord ? Deuxièmement,
les collaborations avec les structures du privé, Ouais. très fréquemment, parce que quand même, il y a des tas de choses déjà qui se font, qu'on veut développer, mais tout ça existe déjà à certains niveaux. Et troisièmement, l'appel aux fondations, que font peu le monde associatif, parce que c'est compliqué, c'est assez lourd, c'est des dossiers à monter. Mais il y a en effet un potentiel très très important. Je rappelle que les fondations sont, au terme de la loi de Benoît Hamon de 2014, la loi ESS, sont, depuis le départ, à côté des coopératives et des mutuelles, et bien sûr des associations, la quatrième composante des participants au monde de l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, l'appel aux fondations, c'est quelque chose qu'il faut dire au monde associatif. N'hésitez pas à vous tourner. Vous avez toujours une fondation dans votre domaine d'activité. Donc il faut bien identifier, parce que vous voyez, dire j'ai des besoins, je vais aller voir la Fondation de France. Oui, à titre d'information, elle peut vous diriger vers quelle fondation, mais enfin c'est pas elle qui vous donnera directement. Donc ce qu'il faut, c'est bien identifier la fondation et après monter des dossiers en collaboration. C'est-à-dire qu'il faut aller les voir, c'est un vrai travail. Il faut aller les voir, ce qui les intéresse, etc. et créer des passerelles. Là aussi, le monde associatif a d'autres passerelles qu'avec le MEDEF a créé. Il y a beaucoup d'autres moyens de trouver des financements. Lionel Rinfret, bonjour. Je suis désolé, je regarde l'heure qui passe et je me tourne vers Julie qui a des informations structurantes et structurelles à faire passer aussi concernant l'initiative 95-118. Merci beaucoup, Monsieur Rinfret, pour votre participation. Cette discussion pourrait se prolonger des heures encore et je m'excuse de ne pas pouvoir vous relancer plus avant parce que j'ai encore beaucoup de questions. Mais en tout cas, merci d'être venu jusque nous déjà. Écoutez, merci. On se donne rendez-vous l'année prochaine. On se donne rendez-vous l'année prochaine. On va vérifier votre bilan. On connaît les indicateurs que vous êtes vous-même donnés. Donc, on va pouvoir vérifier entre la théorie et la mise en pratique. Merci infiniment. Rendez-vous au 13 novembre. Rendez-vous le 13 novembre. Eh bien, écoutez, si je suis invité, je viendrai, moi, vous savez. Julie, on se tourne vers toi. L'actualité d'initiative, qu'est-ce que c'est en ce moment ? Alors, donc c'est le mois de l'ESS au mois de novembre. Voilà. Donc, il y a des événements. Donc, notamment, on en a parlé, c'est très important le rapprochement entreprise et structure ESS. Donc, il y a une convention d'affaires organisée le 6 novembre au château éphémère à Carrières-sous-Poissy par le club business du coup des Yvelines qui est animé par Initiative. Et donc, c'est une convention d'affaires qui réunit entreprises et structures SIAE, structures d'insertion par l'activité économique, entreprises adaptées et ESAT. ESAT, établissement. Parce que des sigles, on en a lancé beaucoup, donc pardon. Pas de souci. Donc, les salariés, enfin, il n'y a pas de salariés en ESAT, ce sont des bénéficiaires. Donc, qui peuvent mettre en œuvre leurs activités au service du coup produire mais ce ne sont pas des salariés, il y a moins d'exigences, ce sont des bénéficiaires des établissements sociaux. On a aussi 2 concours en cours, un concours créatrice d'avenir qui est organisé donc des candidatures jusqu'au 5 octobre du réseau Initiative France. On a le concours Les Entrepreneuriats jusqu'au 15 octobre qui est là ouvert aux créateurs de projets qui sont bien avancés sur Plaine Vallée et aux créateurs, aux entreprises déjà créées. Et après, on a nos ateliers DLA aussi, donc organisés pour les structures économie sociale et solidaire du Val d'Oise. On a l'atelier mesure d'impact le 16 octobre et l'atelier répondre à un appel à projet le 16 décembre. Donc je rappelle, le DLA, c'est un accompagnement proposé, pris en charge pour les structures économie sociale et solidaire, un dispositif national animé sur le Val d'Oise par Initiative. Financé par France Active. Financé par les fonds européens via France Active. Alors c'est via la VISE, c'est via la VISE. Ah oui, pardon. Mais en effet, c'est un dispositif financé notamment aussi par l'État. Voilà, faut le rappeler aussi. Les structures ESS peuvent être accompagnées par ce dispositif. Voilà. Donc voilà nos actualités. Et donc on a un site internet avec la page Nos événements pour les actualités d'Initiative. Voilà.
Merci beaucoup Julie, merci beaucoup à Initiactive qui nous accompagne dans la préparation de ces émissions. Je vous propose de partir sur ces éléments. Vous retrouverez sur la page de l'émission l'intégralité de ces informations avec les liens qui vous permettront d'accéder à toutes les informations plus précises. Merci à Damien Gissa à la technique, merci beaucoup Scotty, je vais t'appeler Scotty pour le rapport à l'entreprise, merci Jean-Cyril pour sa confiance, merci aux collègues du Débat du 12 pour leur soutien, leur amitié, à notre invité naturellement Lionel Rinfray, à Eric Ingargiola, je prononce mal son nom. Ingargiola, voilà, qui nous a aidé à préparer cette émission en attendant. Vous pouvez nous retrouver sur radio-rgb.net. Merci à tous. Rendez-vous dans un mois, toujours pour une émission autour des rencontres entre économie classique et économie sociale et solidaire.